Ok. La société, donc aux États-Unis et dans le monde entier, l'astronautique, c'est-à-dire on va dire l'aventure spatiale, tout ça, ça ronronnait pas mal, ça bougeait pas beaucoup. Il y avait la station spatiale qui était en orbite autour de la Terre, qui tournait, et puis il ne se passait pas grand-chose. Et puis, il y a des gens qui ont pris un peu le mort aux dents, comme Elon Musk, maintenant qui est devenu très célèbre et qui à l'époque avait juste, il y a une dizaine d'années, n'avait pas encore accompli grand-chose. C'est le fondateur de PayPal notamment, donc c'est quand même quelque chose d'important. Il a gagné un peu d'argent avec ça, je dis un peu, c'est des centaines de millions d'euros, ce qui est beaucoup, mais par rapport aux dépenses de l'espace, c'est pas grand-chose. Et il s'est lancé courageusement. Il a d'abord été voir les Russes. Voilà, moi je voudrais lancer un satellite, je voudrais faire avancer les choses. Les Russes lui ont rigolé au nez, ils ont dit qu'est-ce que t'es un gamin, et il dégage. Donc il a dit, il n'y a pas d'autre solution, il faut que je construise moi-même mes fusées. Tout le monde a rigolé, mais il s'est mis, il a trouvé des passionnés comme lui, et il s'est lancé. Et puis maintenant, vous voyez, il arrive à lancer cette énorme fusée donc, qui est affichée là. Ça, c'est la Falcon Heavy. Donc, vous voyez, il y a trois morceaux qui sont en bas, les trois boosters. Ce sont en fait les mêmes premiers étages que la fusée Falcon 9, qui commence maintenant à se vendre très facilement, à lancer des satellites pour le secteur privé, pas seulement pour la NASA et pour, je dirais, les institutionnels. Donc c'est un très gros succès, la Falcon 9. Maintenant, la Falcon Heavy, c'était une tentative de construire une plus grosse fusée en associant des morceaux de la Falcon 9 qui existaient déjà. Donc les trois parties du bas, c'est tout simplement des modules standards, ou à peu près standards de la Falcon 9. Au-dessus, il y a le deuxième étage, et ensuite la partie un peu renflée en haut, c'est la coiffe qui contient la charge utile, le satellite. Avec cette coiffe, c'est une coquille, c'est deux coquilles qui vont se séparer quand la fusée va arriver dans les au-dessus de l'atmosphère, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de frottement, il n'y aura plus besoin de protéger le satellite. Donc, comme ça pèse quand même un certain poids, on éjecte les deux coquilles et puis la fusée continue comme ça jusqu'à ce qu'il atteigne son orbite définitive. Donc, il y a exactement un mois, c'était le 6 février, que le test de cette fusée, le premier test a été fait. Ça a été un grand succès, on va y revenir, parce que je pense que c'est quasiment une date importante dans l'histoire de l'astronautique. C'est la première fois qu'une fusée, une grosse fusée est construite par une société privée. Jusqu'ici, c'était les États. Et maintenant, c'est le privé qui est beaucoup plus dynamique, qui arrive à faire avancer les choses. Alors, j'ai à peu près tout dit cette photo. Avancer un peu. Ah, mais c'est marrant, ça. Oui. Alors, bon, je vais revenir un petit peu. Les trois étages du bas, les trois parties du bas sont censées être récupérées. Et vous verrez, il y en a 2 sur 3 qui vont être récupérées cette fois-ci. Le gros avantage de ces fusées de SpaceX, c'est justement la récupération. Jusqu'ici, les fusées, on les balançait, elles étaient jetées, elles étaient jetables. On récupérait rien, mais là maintenant, on récupère au moins le premier étage. Et dans le futur, on récupérera l'intégralité de la fusée. Ce qui fait bien sûr baisser les coûts, parce que imaginez que pour traverser l'Atlantique, on jette le Boeing à chaque fois qu'on fasse le voyage, le billet serait très très cher. Et heureusement, le Boeing, l'Airbus, on peut l'utiliser des milliers de fois. C'est pour ça que maintenant, c'est une des raisons pour lesquelles les voyages se sont démocratisés. Et donc si on veut avancer dans l'espace, ben forcément, maintenant tout le monde en est d'accord, il faut faire pareil, il faut arriver à récupérer les fusées pour pouvoir les réutiliser, un peu comme on utilise les avions, les voitures, etc. Donc, là, ça, c'est ce qu'ils appellent un ship drone, un drone ship, pardon. C'est-à-dire, c'est une barge sur laquelle, quand les premiers étages ont été trop loin, ne peuvent pas revenir sur Terre, parce qu'ils partent de Floride. Donc, quelquefois, ils peuvent revenir en Floride quand ils n'ont pas été trop loin sur leur orbite. Mais quand ils sont trop loin, on les fait atterrir en pleine mer sur cette barge. Alors ce qui est amusant et qui est intéressant par rapport à tout ça, c'est ce qui est marqué en bas là. Of course, I still love you. Alors, c'est le nom du bateau.
Pourquoi? Parce que tous ces gens, tous ces jeunes qui se lancent, ces hommes d'affaires qui se lancent dans l'astronautique, eh ben, c'est tous des passionnés de science-fiction. Et alors il y a une série un auteur de science-fiction qui s'appelle Ian Banks, qui a fait des livres sur la culture, plusieurs livres, peut-être des gens ici connaissent cet auteur. Il a été traduit en français, je vous montrerai tout à l'heure des photos de ses couvertures. Et tous ces gens sont imprégnés de science-fiction, c'est d'ailleurs un peu pour ça qu'ils se lancent, qu'ils sont passionnés d'astronautique, qui veulent aller dans l'espace, qui s'intéressent aussi souvent aux ovnis. Et donc voilà, il a baptisé son bateau, qu'il a appelé Drone Ship, du nom d'une machine qui se trouve dans un de ses romans de science-fiction qui est très célèbre aux États-Unis. Voilà, j'ai mis des couvertures, j'ai pris dans Google Images des couvertures de bouquins de ce gars-là. Il en a écrit beaucoup de livres et chez les amateurs de science-fiction, c'est très célèbre, très apprécié. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ian M. Banks. C'est ce qui aurait dû arriver, voilà. C'est ce que donc l'étage central que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai montré la photo avec les trois premiers étages. Le premier étage central aurait dû se poser comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Tout n'est pas encore au point. Il s'est crashé à plusieurs centaines de kilomètres/heure, à 200 mètres du bateau. Parce qu'il y a eu un petit problème de moteur. Le moteur d'atterrissage n'est pas redémarré. Mais ça marchera la prochaine fois. Donc ça, c'est ce qui se passe. Ça, c'est une image d'artiste. C'est le deuxième étage. Et vous voyez encore ce qui a rendu tout à fait célèbre cette opération, c'est que Elon Musk, le patron de SpaceX, il a dit pourquoi envoyer un bloc de béton en réservoir d'eau dans l'espace pour mon test. Et ben moi je vais faire ma pub, je vais rigoler un coup, je vais envoyer ma voiture. Il a pris sa voiture, il l'a montée sur vous voyez le support. Et vous voyez le rouge là, c'est une voiture de sport. C'est sa Tesla, voilà. Parce que c'est aussi le patron de Tesla, des voitures électriques. Et il a dit, bah, tiens, je vais faire la double pub, à la fois pour SpaceX, dont je suis le patron, et pour Tesla, dont je suis le patron aussi. Et je vais envoyer cette voiture dans l'espace. Alors, dans la voiture, on ne voit pas très bien ici, mais je vous montrerai d'autres photos plus éloquentes. Il y a un mannequin qui s'appelle Spaceman. Et puis, ils avaient mis une batterie pour alimenter des caméras. Et donc, les caméras vont vous montrer la voiture dans l'espace avec la Terre en arrière-plan. C'est vraiment magnifique, vous verrez. Et puis ils mettaient la musique de Bowie, donc Space Oddity. C'est vraiment, moi je trouve ça fabuleux parce que ces gens-là font rêver alors que les autres ils nous endorment, quoi. Bon alors on va passer assez rapidement sur les caractéristiques. Oui, ce qui en plus c'est une très grosse fusée. Hein. À l'heure actuelle c'est la plus grosse qui existe au monde. Elle va bientôt être dépassée par la fusée construite par la NASA elle-même. Mais elle est capable de lancer 63 tonnes en orbite. Enfin, c'est des détails techniques pas très intéressants. Elle n'est pas très chère. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est peu chère. Elle est moins chère qu'Ariane, elle est beaucoup plus puissante. Donc en France et en Europe, bah, monsieur Elon Musk, il ne fait pas tellement rire parce qu'il est en train de piquer le marché. En fait, la nouvelle version d'Ariane, qui est Ariane 6, elle ne servira à rien parce qu'elle est déjà hors circuit. Alors ils ont mis énormément de temps à mettre au point leur fusée, puisqu'ils avaient en 2011 ils ont annoncé la Falcon Heavy, et elle allait démarrer en 2013. Bon, maintenant tous ceux qui connaissent Elon Musk ne prennent pas au sérieux ces dates, mais néanmoins il y a quand même 5 ans de retard. Ils ont eu des très gros problèmes techniques, ils ont failli abandonner plusieurs fois, mais ils ont tenu le coup, et c'est pour ça que c'est un gros succès technique, parce que c'est la première fois qu'une petite société, parce que c'est encore petit SpaceX par rapport à Boeing ou Lockheed Martin, arrive à faire marcher 3 boosters en même temps, parce qu'il y a des problèmes infernaux de vibration, de coordination des moteurs. Il y a 27 moteurs au total, il faut que ça marche en même temps, au même son. Il ne faut pas que les vibrations démantibulent le bazar. Donc c'est très compliqué et ils avaient sous-estimé le problème. Mais au total, c'est un super succès. Technique, je viens de le dire, prestige, parce que auprès des clients, des futurs clients, ils trouvent qu'encore une fois, ils réussissent. Ils se positionnent sur le marché du lancement. Et médiatique, je vais revenir. Et ça, c'est aussi important pour le succès de la société. Alors, bon, ils ont dépensé pas mal d'argent, 500 millions de dollars.
Ils peuvent le faire parce que, comme les investisseurs leur font confiance, Elon Musk n'a que, je crois, 28% de sa société. Mais il y a des investisseurs qui ont décidé de mettre de l'argent, qui lui font confiance. Et donc avec cet argent, il a pu développer ce musée. Il n'arrivera pas à la vendre beaucoup parce qu'il n'y a pas énormément de clients potentiels. Et puis surtout, il en prépare une encore bien meilleure. Donc c'est une fusée de transition. Il en vendra une dizaine peut-être, pas plus. Mais, ceci dit, il arrivera à rentrer dans ses sous, mais pas plus. Voilà, bon, je passe la suite, j'ai déjà dit. Là, j'ai un petit film. Alors, c'était un film de 30 minutes que j'ai contracté en 3 minutes. Alors, ça, on va voir le lancement. Donc, vous voyez, il y a le dé... Alors, il faut que je... Peut-être que je fasse... voilà. Ah, ouais, ça n'a pas marché. Pourquoi ça marche pas? Ah, si. Ça y est, c'est parti. Vous voyez le décompte, si vous avez des bons yeux, vous voyez le décompte là, en haut. Et puis, je ne sais pas si on va l'entendre parce que apparemment le son passe pas vers les bas, ou très mal. Qu'est-ce qui se passe? Elle refuse de décoller. C'est marrant, j'ai testé tout à l'heure, c'est vraiment insupportable. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Bon, tant pis pour la vidéo. Alors, ce qui se passe, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait les deux étages se séparer, les deux boosters se séparer, et surtout on les voyait atterrir, parce qu'ils atterrissent exactement au même moment. C'est un spectacle magnifique, c'est vraiment à la seconde près, on les voit se poser sur Terre, on voit la récupération des étages. Ils vont pouvoir être réutilisés. Aujourd'hui, ils ont relancé encore... Sur mer, non? Non, sur Terre. On peut le trouver dans YouTube, non? On le trouve dans YouTube sans problème, oui. Ouais. Je suis vraiment désolé, ça marche. Non, mais... Bon, heureusement, les photos fonctionnent. Alors, cette photo est réelle, hein, vous voyez. Alors, vous voyez donc le mannequin, qui est Starman, dans sa voiture. Et c'est pas du tout du Photoshop, c'est le photo réel. Je vous expliquerai comment c'est pris. Tout simplement, ils ont mis des caméras, ils ont monté des caméras sur la voiture ou sur le côté, et ça permet de faire ces photos. À l'époque, c'était plus que des photos, c'était des vidéos, vous pouviez les avoir en temps réel. Et vous aviez la musique de Bowie qui donnait en même temps. Et puis ça tournait, on voyait la voiture tournait, donc on voyait le panorama qui bougeait. Donc là, on reconnaît vaguement l'Australie en arrière-plan. Ah oui. Et là, la voiture est en train de s'éloigner de la Terre, parce qu'on l'a lancée en direction de Mars à peu près.
se sont débrouillés pour que ça ne percute pas Mars, parce qu'ils n'ont pas désinfecté la voiture. Donc on n'a pas le droit d'envoyer des microbes et tout ça sur une planète où il pourrait y avoir la vie, une vie indigène. Et donc comment ils ont pu avoir ces photos? Vous voyez ces piliers, tous ces montages, les 3 cercles, ça montre les endroits où il y a les caméras. Donc c'est pas mal fait. Et ça a vraiment, ça a eu énormément de succès. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a Major Tom. Alors dans le Space Oddity de Bowie, David Bowie incarne le personnage de Major Tom. Et donc dans la petite capsule, il y a Major Tom qui dit « Salut Starman, elle est pas mal ta caisse rouge ». Et l'autre il répond eh ben, « Merci beaucoup Major Tom ». Et là, là, on rentre dans l'ufologie, là. T'es sûr que t'as demandé une voiture Uber? Et là c'est pour se moquer des GPS. Donc en haut, à gauche, c'est Monsieur Musk, votre Tesla, votre voiture de sport Tesla, elle a raté l'orbite de Mars. Et puis en bas, il y a marqué dans l'espace, personne ne vous entend hurler contre votre GPS. Et puis les petits commentaires, c'est le GPS qui cause, qui dit tournez à droite, tournez à gauche, revenez sur vos portes, etc. Là, c'est des... Bon, ça n'a pas besoin de commentaires. Hein. Là, malheureusement, elle va trop vite, la voiture. Elle se fait arrêter par un flic de l'espace. Permis et carte grise, s'il vous plaît. Là, c'est un peu plus méchant, parce qu'il n'a pas que des amis, évidemment, même aux États-Unis, notre ami Elon Musk. Donc, on représente sa voiture comme la dette fédérale américaine, qui est en train de monter à grande vitesse, et puis elle serait propulsée par le budget deal, c'est-à-dire un accord budgétaire qu'il y a eu aux États-Unis. Bon, ça, c'est la politique américaine, ça nous dépasse un peu. Mais on laisse entendre dire que c'est Elon Musk qui dépense l'argent, ce qui est faux, parce qu'il dépense, entre guillemets, son argent. Et il blague aussi, Elon Musk, là-dessus, puisqu'il dit, mais alors, comment ça se fait qu'il n'y a pas de société de Mars plate? Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que la Terre, qui s'amusent à prétendre que la Terre est plate, et pas ronde. Alors il dit, comment ça se fait? Ben, évidemment, parce que quand on regarde Mars dans l'espace, elle est ronde. Mais il y en a qui ont répondu du tac au tac, mais si ça existe, voilà, une société de Plate Mars Society. Que dire d'autre? Ah oui, bon, donc il y a des gens qui... il y a encore d'autres rêveurs, mais aussi assez efficaces dans leur genre, qui ont décidé de, de sauver toute la culture humaine. Imaginez qu'il y a une catastrophe, et ben, toute la littérature, toutes les mathématiques, toutes les sciences, tout le théâtre, toutes les peintures, etc., tout va être gravé sur des mini-disques en quartz, qui est quasiment indestructible, par des lasers, un petit peu comme on a des disques vidéo, ben, il y aura ces petits disques de quartz. Et ces disques de quartz, on va profiter des gens d'Elon Musk pour les envoyer un peu partout dans le système solaire, et comme ça ils ne seront pas perdus, ils seront récupérables un jour, et nos successeurs un jour voilà, vont récupérer la culture humaine. Et il y a un projet, si jamais l'humanité se répand dans l'espace, de répandre des sauvegardes de la culture. Alors nous on fait un peu la même chose au Sceau, parce que je fais partie aussi de l'association du Sceau, mais on se contente de l'ufologie francophone. Mais c'est vraiment un projet gigantesque. Mais c'est parti, il y a de l'argent, il y a du... Et dans la voiture, ils ont déjà mis des disques qui sauvegardent la littérature anglaise. Bon, c'est symbolique, bien sûr, mais ça montre aussi la mentalité. C'est pas des gens qui font ça pour faire de l'argent, c'est des purs. Mais la voiture, elle est partie dans l'espace. Ah, elle reviendra peut-être sur Terre dans quelques millions d'années, dans quel état on ne sait pas. D'accord. Ça sera un météore. Bon, là, je passe. Ok, j'en ai parlé, c'est pas la peine. Il est quelle heure? Oh, ça va. Donc, il y a une autre société, Speed Launch, qui s'est lancée récemment. Alors, c'est une toute petite société encore. Donc, utiliser des fusées récupérables, ça peut permettre effectivement de faire baisser les coûts. Mais il y a quelqu'un qui se dit, si on remplaçait quasiment le premier étage par une catapulte magnétique. Alors, c'est une très vieille idée de science-fiction et même de technologie, ça a été étudié par la NASA. Là on voit un vieux projet de la NASA avec ce machin futuriste là qui serait lancé par la catapulte magnétique. Catapulte magnétique, ça fonctionnerait un peu comme un, vous savez, les trains à sustentation magnétique qu'on appelle maglev.
qui existent en Allemagne, en Chine, au Japon, qui vont assez vite. Bah là, ça serait un peu le même principe. Ça servirait en quelque sorte de premier étage. Sauf qu'on est quand même dans les basses couches de l'atmosphère. Donc il faut que le machin soit très pointu, très aérodynamique pour percer ses couches, et puis résistant à la chaleur aussi. Bon, d'ailleurs, la science-fiction et les projets un peu utopiques, vous voyez ça sur la Lune. Puisque sur la Lune, il n'y a pas d'air, donc ça pourrait marcher beaucoup plus facilement. Donc vous voyez, ça c'est une sorte de sarbacane magnétique qui permettrait aux gens de la Lune d'exporter des choses, des matériaux. Enfin, c'est de la science-fiction à ce niveau-là. Et la société Spin Launch, spin en anglais ça veut dire tournoyer, tourner, a changé le système. C'est plus un système linéaire, c'est une centrifuge. En fait, c'est une fronde. C'est le système de la fronde. Ils vont faire tourner leurs projectiles de plus en plus vite, progressivement. Donc, ils n'ont pas besoin de donner une accélération super forte, un vrai coup de canon. Ils vont la faire tourner de plus en plus vite, régulièrement. Et au bout d'un moment, ils lâchent le projectile. Et comme une fronde, ça va partir. Bon. Ils ont déjà trouvé pas mal d'argent. Ils en cherchent encore, mais il va y avoir des essais. C'est une idée qui est... Peut-être qu'on verra des réalisations. Alors, il y a une autre société qui a beaucoup plus d'argent et qui est fondée par un homme extrêmement riche. C'est Paul Allen, l'un des fondateurs de Microsoft. C'est Stratolaunch. Alors là, c'est encore une autre idée. Je vais lancer depuis un avion. Je ne vais pas lancer depuis le sol, depuis une tour de lancement. Je vais mettre la fusée. Vous voyez, cet avion, il est un peu bizarre. Il a 2 fuselages. Il a été construit en cannibalisant 2 Boeing 747. Ils ont conservé 6 réacteurs sur les 8. Ils ont conservé les empennages, ils ont conservé l'aile qu'ils ont raboutée. Et la future fusée sera suspendue entre les 2 fuselages, sous l'aile. D'accord? Donc ils vont monter, ils vont décoller, ils vont monter le plus haut possible, dans la direction de la future orbite, et ils vont lâcher la fusée, elle va se mettre elle va s'allumer, elle va aller jusqu'en orbite. Donc c'est l'idée. Il y a un système qui existe déjà de la société. La fusée sera produite par Orbital ATK, c'est une société américaine assez connue, existante. Et ces gens-là ont déjà un système équivalent qui s'appelle Pegasus, et qui utilise un Boeing 737. Mais c'est des toutes petites fusées, tandis que là, ça pourra lancer plusieurs tonnes. Il y a beaucoup de gens comme moi d'ailleurs qui sont assez sceptiques sur ce système. Ils pensent que Paul Allen il est en train de perdre son argent et son énergie, mais il se lance. Voilà encore une photo de cet engin. Pour l'instant, ils ont fait que des tests de roulement, ils n'ont pas encore décollé. Mais normalement, ils doivent lancer leur premier satellite en 2020. Je change de sujet, l'astronomie. Alors un tout petit satellite, bon ça ne se voit pas qu'il est petit, mais il fait que quelques tonnes, quelques mètres. Et surtout, il coûte que 87 millions de dollars, ce qui paraît très cher pour vous et moi. Mais par rapport, par exemple, au satellite qui s'appelle JWS, James Webb Telescope, JWT, pardon, James Webb Telescope, qui coûte, lui, excusez-moi, 8 milliards de dollars, qui va être lancé en 2020 par la fusée Ariane. Elle n'a pas intérêt de foirer, celle-là. Celui-là, il est 100 fois moins cher. Bon, il ne fait pas la même chose. Il ne fait pas la même chose. J'en parle ici à Omniparis, parce qu'il est dédié à la recherche des planètes extrasolaires de type terrestre. C'est ce que l'artiste qui a représenté ça, il a mis le satellite en haut, et en bas il a mis un soleil qui ressemble un peu au nôtre, avec des planètes autour. Parce que ce qu'ils vont chercher, c'est essentiellement, autour de soleils comme le nôtre, des planètes de la taille de la nôtre, et à une distance propice à la vie. Ça va être lancé en juin, donc je pense que dans quelques années, et pas dans très longtemps, il va faire parler de lui, ce petit satellite, parce que une fois qu'il aura détecté, lui, c'est un tout petit télescope de rien du tout, il y a des gens en diamètre de télescope, il y a des amateurs qui nous donnent des plus gros, beaucoup plus gros même, mais comme il est dans l'espace, dans le vide, c'est quand même une matière de précision, il va très bien fonctionner. Il va remplir un catalogue avec des milliers de planètes. Il va découvrir des milliers de planètes, c'est sûr. Et à partir de là, les plus intéressantes, on pourra justement utiliser le fameux JWT, la bête à 8 milliards, pour regarder de plus près et voir par exemple si l'atmosphère contient l'oxygène, etc. Parce qu'on pourra
il y a des méthodes qui permettent d'analyser l'atmosphère des planètes. En 2 mots, la méthode de détection, c'est vérifier, c'est voir pour les planètes qui sont alignées dans le plan, et vous avez le télescope, le Soleil, si les planètes sont dans le même plan, quand elles vont passer devant l'étoile, elles vont faire une petite éclipse. Et donc si on enregistre la luminosité de l'étoile, au moment où la planète va passer devant l'étoile, ça va faire une diminution de la luminosité. On enregistre tout ça, ensuite on fait des calculs et on arrive à détecter donc indirectement l'existence de planètes. Et les plus intéressantes, elles seront étudiées avec les gros télescopes et on apprendra beaucoup plus dessus. Donc ça, je pense que ça va faire parler de soi et d'ici peu, récemment, récemment ça commence à dater un peu puisque c'est dans les années 90, mais on a découvert des très grosses planètes, puis un très grand nombre de planètes, et là on va découvrir un grand nombre de planètes de type terrestre. Combien exactement, on ne sait pas. Mais comme on va examiner des centaines de milliers d'étoiles, forcément on va en trouver beaucoup. Même si la proportion est très faible. Et ouais, ça va faire bouger les choses, même en ufologie. Je veux dire, les gens, tout le monde dira, bah, j'ai toujours pensé que la vie est très possible dans l'univers, et même, parce que bien sûr, ça aura été prouvé. Allez, je passe sur tout ça. Ouais, 2 millions d'étoiles qui vont être... Et puis des petites naines rouges, mais c'est des étoiles très faibles, donc on ne va prendre que celles qui sont les plus proches. Des annonces. Bah, la librairie du Sceau, vous avez bien, je pense qu'il y a besoin d'annonces. Vous voyez, vous avez tous vu qu'on a des livres en vente, là. Donc c'est Gilles Durand qui s'est sauvé, là, qui est timide, qui se sauve, qui revient. Il pourra vous expliquer et vous vendre ses livres si vous êtes intéressé. Ça permet aussi au Sceau de se financer. OVNI Paris, programme du mois prochain. Le mois prochain, mais pas le premier mardi du mois, j'insiste, c'est le lundi 16. Monsieur Jean-Claude Bourret va venir chez nous pour nous faire une conférence, notamment sur son dernier livre, mais pas que ça, sur l'évolution de l'ufologie aussi. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Je suis assez content d'avoir fait venir. Et je le remercie parce qu'en plus, c'est à titre gracieux. Une personne comme ça pourrait nous demander beaucoup d'argent et il ne demande rien. Nos repas des collègues ufologiques. Est-ce qu'il y a des gens des repas ufologiques ici? Non? Si? Oui, mais des responsables? Non? Bon, enfin, je vais juste te dire qu'ils font un repas le 17 mars et qu'ils vont nous parler, c'est la 3e partie des ovnis en Russie, et enfin, URSS et Russie. Ah, on ne peut pas dire qu'il y a du mauvais esprit, hein, parce que là, entre. Et le sujet du jour, le sujet important du jour, Aztec 1948, un crash d'ovni au Nouveau-Mexique. Ça, c'est l'affiche qu'on a envoyée à tous ceux pour lesquels on avait l'adresse mail. Le conférencier. Alors, j'ai écrit traducteur bilingue, mais n'était pas traducteur trilingue? Non, peu importe. Oui, je suis traducteur trilingue. Donc, Jean est passionné d'ufologie, il a traduit de nombreux livres ufologiques et d'autres choses bien sûr aussi, mais notamment il a traduit, il va nous dire lui-même. Et puis il est intervenu aussi plusieurs fois ici à OVNI Paris. Je crois qu'il a fait déjà 3 petites conférences, un peu comme j'ai fait là, en prélude des autres conférenciers. Jean, je vais te passer la parole. Voilà.